Que ce soit à partir du sol, comme le montrent ces images fournies par le ministère russe de la Défense, ou bien depuis le ciel avec ses avions de chasse, l'armée russe est entrée dans la nouvelle phase du plan d'invasion conçu par Poutine. Les Russes affirment avoir atteint de nombreuses cibles militaires. Les Ukrainiens font savoir qu'ils ont repoussé plusieurs attaques et détruit des chars ennemis. Mais certaines villes du Donbass ne semblent pas encore concernées. À Sloviansk, les sirènes d'alerte paraissent ne plus avoir beaucoup d'effet sur la population qui a choisi de ne pas quitter la ville. En fait, on s'y attendait. On a vu passer les informations disant qu'une grande offensive se préparait et on est prêt. On n'est pas choqué. On croit en notre armée, à la victoire de notre armée et on espère que les combats ne viendront pas jusqu'ici. Beaucoup de gens sont partis. La ville est pratiquement vide, vous le voyez. Les sirènes retentissent tout le temps, on entend parfois des explosions, mais la ville est intacte. À Kramatorsk, où la gare a été bombardée le 8 avril dernier, c'est le même sentiment de fatalité qui semble régner aujourd'hui. Je le prends calmement. Ce qui doit arriver, arrivera. Je ne vais pas m'enfuir n'importe où. Les autorités de la ville ont pourtant conseillé à la population d'évacuer avant qu'il soit trop tard. Et avec nous pour décrypter cette évolution de la situation, Julien Pomarez, chercheur à l'ULB et l'Université d'Oxford. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cela fait 8 ans, depuis 2014, que le Donbass est en guerre, mais il y a aujourd'hui une différence majeure. Tout à fait. Entre 2014 et le début de la guerre, la Russie était dans une logique de soutien politique et d'assistance militaire aux deux républiques séparatistes du Donbass. Ce qui change avec le déclenchement de la guerre, c'est que d'une part, l'indépendance des républiques du Donbass a été reconnue par la Russie le 21 février dernier avant le déclenchement de la guerre, et que deuxièmement, il y a des forces d'invasion russes qui opèrent concrètement sur le terrain en soutien aux forces séparatistes. Elles ne sont plus cachées, pas du tout. Pas du tout. L'objectif stratégique, il a aussi changé dès lors ? Tout à fait. Alors, cette reconnaissance d'indépendance concerne les deux oblasts entiers du Donbass et pas seulement les deux républiques séparatistes qui ne forment qu'une portion du Donbass. Et donc l'objectif, c'est d'englober militairement les deux oblasts du Donbass en entier. Alors ce nouvel objectif, cette nouvelle concentration des forces de Vladimir Poutine, est-ce que c'est un peu une forme d'aveu de faiblesse de la Russie dans cette vaste guerre ? Tout à fait, on peut le voir comme ça. L'objectif, je crois, là, c'est de transformer un échec initial en un succès minimal. C'est-à-dire que ce qui se recentrage sur le Donbass est consécutif d'une campagne militaire qui s'est mal déroulée, avec une stratégie qui a été assez éclatée, une retraite de Kiev, des contre-offensives qui sont subies par les Russes à Kherson. Donc, à part dans le Donbass, les Russes sont seulement dans l'offensive à Mariupol. Oui, et encore, ce n'est pas gagné, le Donbass, rien n'est fait. Non, rien n'est fait. La fameuse date du 9 mai, donc célébration de la victoire de la Grande Guerre patriotique contre l'Allemagne nazie, est, on va dire, avancée comme une date butoir. Mais entre-temps, les forces qui sont redéployées dans le Donbass sont extrêmement usées. Des bastions urbains tenus par des troupes ukrainiennes très aguerries au combat depuis 2014 sont dans la zone. Des problèmes de coordination de l'armée russe ne sont pas réglés, celles qu'on a vues à l'œuvre depuis le début de la guerre. Donc effectivement, c'est une bataille qui va durer probablement au moins plusieurs semaines. On n'en est pas encore débarrassé de cette fameuse offensive. Non, pas du tout. Et on va dire que l'issue de la guerre elle-même, l'issue de cette bataille, est loin d'être, on va dire, d'être jouée d'avance au vu des difficultés russes qu'on a pu voir jusqu'ici et on va dire de la capacité de résistance incroyable et admirable des Ukrainiens. Merci en tout cas Julien Pomarez pour ces explications en plateau. Et cette guerre, elle a déjà poussé 5 millions d'Ukrainiens sur les routes de l'exil. Notre pays accueille de nombreuses familles, parmi lesquelles 14 000 enfants qu'il faudra aussi intégrer dans nos écoles. Mais avec quelle prise en charge ? Eh bien, cela dépend des établissements. Certains proposent déjà un programme spécifique destiné à ces élèves dits primo-arrivants. Et pour d'autres, eh bien, c'est un peu la débrouille. On voit cela avec Benjamin Braun et Martin Collier. Alexander et Nikita sont arrivés d'Ukraine il y a à peine quelques jours. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes et leur premier cours d'anglais. Pas toujours facile quand on ne comprend pas tout ce que dit le professeur. Да, очень страшно то, что все говорят на другом языке, но ничего, прорвемся. Alors pour tenter de s'aider, il reste la technologie. Les autres élèves travaillent sur une célébration, une fête belge. Donc, nos nouveaux élèves ici vont faire sur une fête ukrainienne.
Et là, on utilise Google Traduction pour faire russe-anglais ou russe-français, ça dépend. Ici, c'est donc un peu le règne de la débrouille. Il faut dire que cette école de Dinan n'était pas vraiment préparée à l'arrivée d'étudiants ukrainiens. Par contre, ici à Gilly, au lycée François de Sales, on est habitué à accueillir des élèves étrangers et pas qu'ukrainiens. Ils sont d'ailleurs pris en charge dans des classes spécialisées. Tout le monde prend un mot et il nous dit dans quelle pièce on doit mettre ce mot-là. Ici, le premier objectif, c'est le français. Les élèves suivent des cours intensifs à raison de 16 heures par semaine. Et pour Aïcha, arrivée de Somalie il y a 4 mois à peine, cela semble fonctionner, même s'il reste encore quelques difficultés. Lire, c'est facile. Écrire, c'est... L'exercice, c'est facile. Parce que parler, c'est difficile pour moi. C'est une approche progressive pour que petit à petit, au bout d'un mois, de 2 mois, ils sachent dire bonjour, comprendre de petites questions et y répondre, quoi. Anatoly est arrivé d'Ukraine il y a 1 mois. Pour lui, les mathématiques ne sont pas vraiment un problème, mais désormais, il faut rajouter le vocabulaire en français. In Ukraine, we study more difficult things in mathematics, but there we study how to pronounce numbers. À terme, plus de 14 000 élèves ukrainiens pourraient demander à s'inscrire à l'école en Belgique francophone. Ici, le directeur se dit prêt à augmenter les places, mais sans personnel supplémentaire, cela sera difficile. C'est vrai que si on devait commencer à créer des nouvelles classes, on aurait un problème de personnel puisque la pénurie dans l'enseignement par rapport aux enseignants, elle est réelle, quoi. Pour que chaque école puisse proposer un encadrement spécialisé avec un professeur dédié, il faut un minimum de 8 élèves d'origine étrangère. Il faudra donc trouver les budgets et le personnel.